Sur ce podcast, je te propose un truc. Tant que je suis dans tes oreilles, tu fais quelque chose de bien pour toi. Tu peux ranger ta chambre ou ton appart, et si t'es pas chez toi, tu peux te redresser. Ça va te faire du bien. Vas-y, redresse-toi. T'inquiète, c'est pas bizarre, personne sait que je te parle. Je m'appelle Elio, c'est moi ton hôte, et je te souhaite un excellent épisode. Salut, j'espère que tu vas très bien. On se retrouve aujourd'hui pour revoir ensemble la 4e règle du livre Au-delà de l'ordre, 12 nouvelles règles pour une vie du Dr Jordan B. Peterson. Remarque que l'opportunité se trouve là où la responsabilité a été abandonnée. Je te fais une petite reformulation histoire que tu vois un petit peu mieux où est-ce que veut en venir Jordan. Jordan. Remarque que l'opportunité de donner du sens à ta vie se trouve là où la responsabilité d'améliorer les choses a été abandonnée. On va creuser un petit peu pour essayer de comprendre ce que ça veut dire, mais avant ça, on va faire un petit résumé de la règle qu'on a vue la semaine passée, parce qu'on fait ça en début de chaque épisode, et je pense que c'est une excellente idée. C'est une bonne idée, Elio, ouais, c'est une excellente idée. Semaine passée, du coup, ne laisse pas les choses indésirables dans la brume. Ce qu'on a compris avec cette règle, c'est que quand tu avais une petite frustration vis-à-vis de toi-même ou vis-à-vis d'un membre de ton entourage, tu vois, ça peut être ta meuf, ça peut être tes parents ou un pote, eh ben, cette émotion négative, elle est là pour te signaler qu'il y a un problème. Et ce problème, c'est ton devoir de le mettre en lumière, de le découvrir pour pouvoir le régler. Parfois, on n'a pas envie de le faire. On sait qu'il y a un monstre qui se cache sous le lit. On n'a pas envie de regarder sous le lit. Mais si tu le fais pas, de un, le problème, il va juste empirer avec le temps. Et surtout, dans ta tête, tu vas te construire une représentation de ce problème. Tu vas t'imaginer qu'il est quelque chose, alors qu'en réalité, ça se trouve, le problème, c'est quelque chose de complètement différent. Je te donnais l'exemple où tu avais l'impression que ta meuf s'était désintéressée de toi, en gros qu'elle te kiffait plus autant qu'avant, plus autant qu'au bon vieux temps. Donc t'imagines qu'il y a un problème avec ta meuf, alors qu'en réalité, le problème, il se trouve sur ton lieu de travail. T'as un nouveau patron qui te respecte pas trop quand il te parle, parfois il va poser sa main sur ton épaule, c'est un peu un signe de domination. Tes collègues, ils te chient un peu à la gueule, du coup, t'as moins confiance en toi, et dans ta relation, ça se retrouve, tu vois, en mode... T'es un peu plus à fleur de peau, t'as l'impression d'être un peu une merde, donc à chaque fois qu'elle va te dire non, tu vas dire ah ouais, c'est parce que je suis une merde, et tu te montes la tête à cause de ça, et tu vas faire des embrouilles avec ta meuf, alors qu'en réalité, c'est pas du tout lié avec elle. Donc tu te dois de mettre les choses en lumière, en discutant avec les personnes concernées, avec d'autres personnes, juste avec toi-même, mais il faut que tu acceptes de regarder les choses en face, parce qu'il y a un état de fait, il faut que tu dissipes la brume pour découvrir cet état de fait, et quand et ça c'était le problème fondamental que Peterson adressait, quand tu refuses de dissiper la brume pour découvrir le problème, tu es en train d'empêcher l'expansion de ta conscience. Tu t'empêches d'être conscient de quelque chose qui existe, de découvrir le monde et de te découvrir toi. Parce que quand tu découvres le monde, tu te découvres toi au sens où tu es en constante interaction avec le monde et tu te dis « Ah, mais c'est marrant, Elio, quand il est placé dans ce genre de situation, il peut réagir comme ça, mais il peut aussi réagir comme ça parce que quand j'ai étendu ma conscience il y a 5 ans, j'ai réagi d'une certaine manière et cette fois-ci, j'ai réagi d'une autre manière. Donc, tu grandis et tu t'en apprends plus sur toi et sur le monde, autre façon de voir le truc. Donc, t'explores le chaos, tu deviens une plus grande personne et quand, par peur de ressentir une émotion négative, t'empêches l'expansion de ta conscience, t'es en train de faire une décision de merde et tu restes une petite merde jusqu'au bout de ta vie. C'est exactement les propos de Peterson, je ne fais que les retranscrire. Règle du jour, du coup, l'opportunité se cache, la responsabilité a été abandonnée. Je crois qu'en anglais, il a dit abdiquer, mais je ne sais pas si en français, ça se dit là où la responsabilité a été abdiquée. Mais sache qu'en anglais, c'est where responsibility has been abdicated. Et abdiquer, je trouve que c'est un très joli mot, mais je ne suis pas certain qu'on dise de nouveau là où la responsabilité a été abdiquée. Bref, my bad, désolé Jordan. Fondamentalement, on est en train de parler de la solution ou de 2 solutions qu'on pourrait apporter à la souffrance qui est inhérente à la vie. Il faut savoir que pour Peterson, c'est un des trucs que je tire de son cours Maps of Meaning, la réalité fondamentale, le truc le plus vrai qui existe, c'est la souffrance. Ce qu'il explique, c'est qu'il est un existentialiste, c'est-à-dire qu'il croit que ce qui en dit le plus long sur les croyances des gens, c'est leur manière d'agir et pas les choses qu'ils vont exprimer sur leurs croyances. C'est-à-dire que tu peux dire ce que tu veux, si tu agis d'une certaine manière, ce qui reflète le plus tes croyances, ce sont tes actions. Et ce qu'il explique du coup, c'est que les gens, de par leurs actions, vont expliquer que ce qu'ils croient comme étant la chose la plus vraie, c'est la souffrance. Personne, quand il est dans un état de souffrance, va dire « Ah mais non, mais en fait cette souffrance, elle n'est pas réelle ». C'est-à-dire que pour lui, la souffrance, c'est le truc le plus vrai. Il explique que les scientifiques vont considérer que la chose la plus vraie, c'est la matière, mais il explique également que tu as peut-être besoin de différents spectre, différents outils pour essayer de comprendre qu'est-ce que c'est la réalité, tu vois. D'où son délire avec les histoires archétypales, tu vois. Il va considérer que certaines histoires sont plus réelles que la réalité, tu vois. C'est une méta-réalité qui est encore plus vraie que ce que tu vis au quotidien. Et c'est pour ça qu'elle perce. Bref, on a déjà vu un peu ces petits trucs-là dans l'épisode sauf erreur numéro 2 avec Horus, Osiris et Harry Potter et toutes ces différentes histoires que je t'ai racontées. Donc,
la souffrance comme vérité axiomatique. Il parle des différentes religions, religion chrétienne, tu vois, où le symbole de la religion chrétienne, c'est un mec qui est crucifié à une croix. Il parle de la religion bouddhiste, tu vois, les bouddhistes, leur axiome, c'est que la vie, c'est souffrance, tu vois. Siddhartha, super bon livre, je te recommande de lire ce truc. C'est un mec c'était un prince, sauf erreur, qui, à chaque fois qu'il sortait du palais, son père, si tu veux, il demandait à cacher tous les mendiants, à cacher tous les malades et à juste montrer des personnes belles, en bonne santé et qui allaient bien. Et un jour, il sort du royaume sans avoir prévenu son père et il remarque qu'en fait, c'est un peu la galère, tu vois, à l'extérieur. Et il est choqué par ce qu'il voit. Et donc, il décide de partir dans une aventure où il va vivre, si je me trompe pas, je crois que ça fait longtemps, j'ai lu ce livre 2 fois. J'ai lu une première fois en allemand, c'était notre prof d'allemand qui était un peu tripée, mais elle nous avait demandé de lire ce livre quand j'étais au lycée. Et je l'ai relu plus tard en français, du coup, parce que je m'intéressais un peu au bouddhisme et puis j'ai eu envie de lire ce livre qui est l'histoire du coup du Bouddha. Siddhartha, c'est celui qui est devenu Bouddha. Donc le livre, c'est Siddhartha. Ça s'appelle Siddhartha, le livre. Et donc le mec va vivre avec des mendiants. Et en gros, la solution qui est proposée par les bouddhistes pour réduire la souffrance, donc c'est souffrance physique, souffrance mentale, mais également la souffrance qui est liée au fait que tu as tes désirs qui ne sont pas assouvis. Quand tu désires quelque chose et que tu ne réussis pas à obtenir cette chose, ça crée de la souffrance. Alors, souffrance, c'est un grand mot, on pourrait appeler ça des frustrations de la vie, mais les bouddhistes, ils considèrent que ça fait partie de la souffrance. Du moment que tu arrives à détruire tes désirs, t'as plus envie de vivre, t'as plus envie de mourir, t'as plus envie d'obtenir quoi que ce soit, et à ce moment-là, t'es libre et tu peux atteindre l'épanouissement spirituel. Ça, c'est la solution bouddhiste. La solution chrétienne, c'est porte ta croix, accepte que dans la vie, il y a de la souffrance, et continue à gravir la colline avec ta croix sur ton épaule comme ça, et accepte que tu vas te faire crucifier, que c'est la merde, mais en fait il faut que tu endosses ta souffrance, que tu portes ton fardeau et que tu continues d'avancer malgré la souffrance. C'est la solution chrétienne. Et les juifs aussi, ils ont un rapport à la souffrance. Bref, il y a de la souffrance. Et les 2 réponses à la souffrance que Peterson va adresser dans ce livre-là, c'est réponse numéro 1, on va chercher à poursuivre le bonheur. Réponse numéro 2, si on va essayer de donner du sens à notre vie. Et il compare, alors il ne le fait pas vraiment comme ça, et d'ailleurs, la règle, si tu veux, il ne la présente pas dans l'ordre dans lequel je te la présente. Je te fais un peu un remix, parce qu'il faut savoir un truc, c'est que Peterson, il a écrit ce livre-là quand il était sur son lit d'hôpital, tu vois. Il a eu une grave maladie, genre sa meuf a également été très malade, et c'était une période très compliquée de sa vie, et j'ai l'impression, en lisant le bouquin, que parfois il avait un peu de fièvre, tu vois, quand il l'écrivait, parce que il ne se lit pas aussi facilement que le premier livre. Tous ceux qui ont lu ce 2e livre-là de Peterson, vous l'aurez remarqué, c'est pas aussi clair, ça va pas autant droit au but. Il y a des passages où c'est un peu, tu te demandes pourquoi est-ce qu'il parle de ça. Déjà, il y a plein de gens qui avaient de la peine, un peu de mal avec le premier, qui disaient ouais, mais j'ai l'impression qu'il répète trop de trucs. Et là, je comprends pas pourquoi il a parlé de ça. Moi, j'ai trouvé que le premier était un peu compliqué, mais assez clair. Celui-là, 2 fois plus dur. Donc, si vous voulez lire Radio Peterson, je vous recommanderais plutôt son premier livre plutôt que celui-là. Bref, du coup, je me permets un petit peu de faire un remix. 2 solutions du coup que Peterson va adresser. Le premier, ce serait de se dire on va essayer de poursuivre le bonheur. Il explique que le problème quand tu essayes de poursuivre le bonheur, c'est que de 1, ça te conduit à être impulsif, parce que le bonheur c'est quelque chose, le plaisir c'est quelque chose que tu vas pouvoir obtenir là, maintenant, tout de suite. Et quand tu cherches à être heureux, tu vas sacrifier quelque part la version future de toi pour obtenir du plaisir là maintenant dans l'instant. Donc il parle de ça comme une solution, disons, pas très sophistiquée. En plus de ça, il explique que quand t'es heureux, t'es con. Les personnes qui sont maniaco-dépressives, donc qui ont des phases de manie et des phases de dépression, personnellement je crois pas du tout à ce truc là. Je ne pense pas qu'il y ait une personne qui soit maniaco-dépressive. Je pense qu'il s'agit d'un spectre. On a tous des phases où on se sent plutôt bien, des phases où on se sent plutôt moins bien. Et il n'y a pas une ligne que tu peux tracer qui est parfaite en mode science exacte, ou à partir de telle quantité d'émotions positives, ça se calcule pas, tu vois. Donc c'est juste un spectre. T'es plus ou moins maniaco-dépressif, on l'est tous. Mais si on va à l'extrême de l'extrême, une personne qui est 100% maniaco-dépressive, elle a des phases de manie, donc des phases de bonheur intense, et des phases de dépression, des phases où elle sent super mal. Et en gros, quand elle est dans des phases de manie, quand elle se sent super bien, elle va faire des décisions complètement stupides, parce que tu es là en mode « Ah super, tous les investissements, c'est des très bons investissements, et tu mets toute ta thune. Ah super, il faut que… » Donc tu prends des décisions de merde, tu vois, genre tu vas au casino et tu crames toute ta thune. Pourquoi ? Parce que tu te sens super bien. Alors que l'émotion négative, elle va t'empêcher de prendre des décisions stupides. Le deuxième problème avec cette approche, qui est de se dire que mon but c'est d'être heureux, c'est que quand t'es malheureux, ton but tu l'as pas atteint et t'as pas vraiment d'outils pour t'en sortir. Genre je suis mal, je peux pas claquer des doigts et décider de me sentir bien. Ce que Peterson propose donc, c'est de te dire que plutôt que de chercher à être heureux, ton goal quelque part tu devrais le formuler différemment et te dire que je veux chercher à réduire la souffrance et d'en faire le sens de ma vie.
Pourquoi ? Parce que quand t'es mal, si ton goal c'est de réduire la souffrance, ça te met face à des actions concrètes que tu peux entreprendre pour essayer de te sentir un peu mieux. Et là tu vas me dire, ouais mais Elio, au final c'est la même chose, on est juste dans de la sémantique. Essayer d'être heureux, ça veut pas forcément dire essayer d'être heureux maintenant, donc au final c'est la même chose. C'est peut-être la même chose, mais n'empêche que formuler différemment, ça permet de pouvoir se projeter un petit peu plus dans le temps. Ton but c'est pas d'être heureux, ton but c'est de trouver un objectif qui soit suffisamment important pour qu'il vaille la peine d'être accompli. Et au fil que tu te verras te rapprocher de ton objectif, tu vas te sentir bien. Parce qu'on ne se sent pas bien uniquement quand on atteint l'objectif, mais notre circuit dopaminergique est construit de cette manière-là. Quand tu vois que tu te rapproches d'un objectif, tu te sens bien. En plus de ça, si ton objectif vaut la peine d'être accompli, s'il est suffisamment grand, et ça c'est quelque chose sur lequel Peterson insiste, eh ben, tu auras le sentiment d'être engagé dans quelque chose d'important. Et quand tu es engagé dans quelque chose d'important, peu importe la souffrance, eh ben, cette souffrance, elle est justifiée quelque part. Imagine, tu te lèves le matin, t'es un peu en mode t'es dans une période où tu déprimes un petit peu, tu te sens mal et tout, t'es pas certain de ce que tu devrais faire tes journées, et tout d'un coup, t'ouvres la porte de chez toi et tu vois qu'il y a un bébé qui est posé devant ta porte. Tu te poses plus vraiment de questions sur le sens de ta vie. Tu sais que tu dois t'occuper de ce bébé, alors pas forcément toi t'en occuper, lui donner le sein ou j'en sais rien, l'adopter. Tu vas peut-être le déposer dans un orphelinat, mais tu vas pas passer ta journée à te demander ok, qu'est-ce que je vais faire de ma journée. Pourquoi ? Parce que tu te retrouves face à une responsabilité qui va transcender tout le reste en fait. La responsabilité donne du sens à ta vie. C'est parce qu'il y a un truc dont maintenant tu es responsable que tu sais que tu vas devoir faire quelque chose et que tu arrêtes de penser quelque part à ta souffrance. Ça veut pas dire fuir tes problèmes en essayant d'en résoudre, mais presque. Tu vois, c'est-à-dire que tu résous des problèmes. Ouais, c'est ça en fait. C'est tu fuis des problèmes en résolvant. Mais le truc, c'est que vu que tu résous des problèmes, eh ben, tu as moins de problèmes ensuite. Et tu peux commencer par essayer de résoudre tes propres problèmes. Et ça, comme on va le voir, ça implique également de résoudre les problèmes des autres. Mais on va développer un petit peu plus tard là-dessus. Autre exemple que je peux te donner, je sais que les personnes qui sont en dépression, parfois, on va leur donner un animal de support émotionnel. On va leur donner un chien, par exemple. Maintenant, tu es responsable de ce chien. Et du coup, quand tu es là en mode j'ai envie de me suicider, eh ben non, tu vas t'occuper de ce chien. Tu vas pas te suicider. Donc ça, c'est encore une fois le côté intéressant qu'il peut avoir à trouver quelque part du sens, une activité qui a du sens, un objectif qui soit suffisamment grand, suffisamment important. C'est contre-intuitif, hein, parce que la plupart d'entre nous, on a tendance à plutôt chercher à réduire l'effort, la plupart d'entre nous. C'est notre instinct premier. Hein. Quand tu as un enfant, tu n'as pas envie de te responsabiliser. Tu as envie d'avoir des droits, tu as envie d'avoir des privilèges, tu as envie qu'on te donne des trucs, mais tu n'as surtout pas envie d'être responsable de quelque chose. Le truc, c'est que les droits des uns sont les responsabilités des autres. Donc tu peux pas demander en gros un SMIC à 1600 € sans qu'il y ait quelqu'un qui se lève un petit peu plus tôt le matin pour aller travailler et te donner son argent. C'est-à-dire que tu es obligé, et c'est ça le piège quelque part, c'est que tu es tenté par tes bas instincts de te dire en fait je vais juste pas travailler et profiter. J'en fais un argument très simple, hein, ça s'étend beaucoup plus que l'histoire des SMIC à 1600 €. On va voir avec des exemples concrets sur le lieu du travail, mais ça je pense que c'est un bon exemple parce que c'est un peu d'actualité, tu vois, en France vous êtes là-dessus. Mais moi, je l'ai vu quand j'habitais en France. Je voyais tous des mecs qui faisaient rien de leur journée. Et c'est la première fois de ma vie que j'avais vu ça, tu vois. Parce que je suis suisse. Et à l'âge de 22-23 ans, j'ai été vivre pendant 6 mois en France. J'étais dans un... 6 mois. 3-4 mois. J'étais dans un quartier populaire à Nice. Et quand je sortais sur mon balcon, parce que je travaillais depuis la maison, je voyais des mecs de mon âge qui faisaient rien. Qui étaient genre sur leur balcon et qui fumaient des clopes. Et la première semaine, je me pose pas trop de questions. La deuxième semaine, je me dis, mais qu'est-ce qu'ils font tous ces mecs ? Et mes colocs, ils me disent, ah mais non, mais ils travaillent pas. Je fais, comment ça, ils travaillent pas ? Parce qu'en Suisse, il n'y a pas ça. Hein. En Suisse, tu vois pas des mecs fumer des clopes sur leur balcon toute la journée. Et il me dit non, mais en France, tu as les aides sociales. Et là, il commence à m'expliquer le système d'aide sociale. Et je me dis, mais c'est tellement triste parce que moi, si on m'avait proposé ça, je peux pas te dire à 100% que j'aurais pas succombé à la tentation. Je me dis, mais attends, je vais rien faire du tout et on va me donner de l'argent. Le truc, c'est que tu n'as aucune responsabilité, tu gagnes cet argent, mais tu es malheureux dans ta vie. Parce que, comme le disait, il me semble que c'était Dostoïevski, l'homme ne se nourrit pas de pain uniquement. Tu as besoin d'un fardeau, tu vois. On est un peu comme des chiens de traîneau. Si on n'a pas un traîneau à tirer, eh ben on se sent mal. T'as pas d'objectif, t'as pas un truc qui te permet de réduire de nouveau cette souffrance et ces questions existentielles. T'es là en mode, tu te sens mal, ok, je me sens mal, donc quel est le but de ma vie, quel est le sens de ma vie si je me sens mal ? Si ton goal, c'est pas de réduire cette souffrance à travers des actions concrètes pour améliorer les choses, eh ben, t'es un petit peu désarmé face à ça et du coup, tu te sens mal, tu commences à rager contre la société et ainsi de suite. Bref, tout ça pour dire que se responsabiliser, c'est pas facile, ça demande la capacité de se projeter. C'est pour ça que les enfants ne se responsabilisent jamais. Dans cette règle-là, Peterson parle de Peter Pan. Peter Pan, c'est un enfant magique qui vit au pays imaginaire avec les enfants perdus. Un jour, il va chercher Wendy dans le monde réel, il amène Wendy et ses deux petits frères se faire dans le pays imaginaire. Peter Pan, il refuse de grandir. C'est un enfant qui veut rester dans son monde imaginaire. Et pourquoi ? Bah à nouveau, d'après Peterson, parce que le seul modèle que Peter Pan a d'un adulte, c'est Capitaine Crochet.
C'est un mec qui est tyrannique, qui est terrifié par la mort. Il est constamment poursuivi par un crocodile qui est une espèce de petite alarme, de petite... qu'on appelle ça, genre par un pendule, bref, une petite horloge. C'est quoi le mot? Un réveil, tu sais, genre les anciens réveils, un tic-tac, tu vois, il a une espèce de tic-tac dans son estomac. Et c'est le temps qui passe, si tu veux, qu'il le rattrape constamment. Et Peter Pan voit ça et dit, mais en fait, j'ai pas envie de grandir, j'ai pas envie de devenir ça. Donc, il ne veut aucune responsabilité, il veut rester un enfant. Et d'ailleurs, à la fin du film, alors que Wendy, elle fait le choix de vivre une vie réelle, de grandir, d'accepter quelque part sa condition de mortel, eh ben elle quitte le pays imaginaire. Peter Pan, il décide de rester dans le pays imaginaire parce qu'il ne veut pas grandir. Et il y a une citation du film où à un moment donné, Peter Pan va dire qu'il n'a pas peur de la mort parce que la mort, ce serait une aventure incroyable. Et en fait, là, si toi, t'es quelqu'un d'un petit peu, attentif, tu dis, mais attends, la vie, ça peut être une aventure incroyable. Et en fait, ce type, il n'est pas vraiment courageux, c'est-à-dire ce qu'il le fait se battre contre Capitaine Crochet et être un peu foufou comme il est, c'est pas du courage, c'est juste un espèce de nihilisme suicidaire. En gros, Peterson, j'arrête de les confondre. Peterson, il défonce Peter Pan, tu vois, il dit qu'il y a plein de gens qui refusent de grandir, on parle d'ailleurs du syndrome de Peter Pan, et c'est un truc dont une meuf m'avait parlé quand j'étais à Barcelone, où elle me disait, mais cette ville, elle est remplie de mecs qui ont le syndrome de Peter Pan. Parce que Barcelone, c'est une ville dans laquelle tu peux très facilement poursuivre le plaisir instantané constamment. Et ça, je l'avais eu. Je l'avais eu parce que j'en parlais, non en fait j'en parlais pas, je sais même pas si j'en ai déjà parlé une fois, mais j'ai eu une période où je me suis blessé au sport. Suite à ma blessure du sport, je me suis dit bah vas-y, je peux plus faire de sport, donc autant prendre des vacances générales. Ça fait 1 an et demi que j'habite à Barcelone, j'ai jamais réellement profité de sortir pour aller faire la fête. Et petit à petit, j'ai commencé à glisser là-dedans, tu vois, dans les excès de l'alcool, les excès de la drogue, les excès du sexe. Au début, c'était trop cool, mais très rapidement, en fait, j'ai commencé à me lever le matin, toujours de plus en plus tard, et je me levais et j'avais un petit peu un sentiment de malaise, tu vois, j'avais une gêne, une petite, peut-être même honte de moi, et j'avais besoin de sortir sur la plage pour retrouver des potes, passer du temps avec des potes. Je pouvais pas me retrouver seul parce que quand j'étais tout seul, j'étais face à cette voix dans ma tête qui me disait « Elio, t'es en train de trahir la version de toi du futur ». Et à nouveau, c'est ça qu'explique Peterson, c'est que tu ne peux pas oublier le fait que tu vas exister demain, après-demain, après-après-demain et ainsi de suite, qu'il y a une espèce de communauté de toi dont tu es censé prendre soin et que en visant uniquement le plaisir maintenant et aucune responsabilité, en fait, tu es en train de chier sur cette communauté de toi et tu en seras toujours conscient et ça va toujours causer un sentiment de honte au fond de toi. C'est pour ça que, par exemple, il explique que si tu as un enfant, que tu vas voir ton enfant à un match de foot et que tu vois que ton gosse, il fait un tacle vicieux sur un adversaire ou alors qu'il passe pas le ballon quand il y a des bonnes occasions de but, tu vas te sentir mal, tu vas sentir qu'il y a un problème. Tu vas sentir qu'il y a un problème parce que tu assistes à la trahison par une personne que tu aimes, d'une personne que tu aimes. Et cette trahison, c'est la trahison, l'auto-trahison de ton propre enfant. Tu vois ton enfant se trahir lui-même parce qu'il va viser court terme, tu vois, en adoptant des actions qui sont sur le court terme, parce qu'il n'est pas capable encore de se projeter sur le long terme et de réaliser que je vais tacler un mec, mais en réalité, le match de foot, c'est qu'un jeu. Et le vrai jeu de la vie, c'est un méta-jeu. C'est quand le match va se terminer, peut-être que Polo, il va pas m'inviter chez lui parce que je lui ai pas fait la passe au bon moment et qu'en réalité, le match de foot en lui-même, c'était pas le truc le plus important. Peut-être que j'ai envie d'être invité pour pouvoir participer à différents jeux. Parce que ces jeux, en fait, c'est les opportunités que tu vas avoir en tant qu'adulte. Tes opportunités pro, tes opportunités en termes d'amitié, tes opportunités en termes de relations avec des meufs, c'est quelque part des jeux auxquels tu es invité. Et si tu es fort pour jouer à ces jeux-là, et ce qu'on entend par être fort pour jouer à ces jeux-là, c'est être fort à jouer au jeu, mais également au méta-jeu. C'est-à-dire que tu dois faire preuve de fair play. C'est pour ça que des fois, les parents vont dire à leurs enfants, ce qui compte, c'est pas si tu gagnes ou tu perds, c'est la manière dont tu joues. C'est ça ce qu'on veut dire. C'est que le but du jeu, quelque part, c'est de gagner le jeu de sorte à ne pas foutre en l'air, en fait, les futurs jeux auxquels tu pourrais jouer. C'est pour ça que dans le monde du business, je fais plein de connexions différentes, je m'écarte peut-être un petit peu de la règle, mais c'est pas grave parce que je trouve ça important. Dans le monde du business, souvent, tu vas voir que les hommes d'affaires, ils vont jouer au golf. Pourquoi ils jouent au golf ? Parce que c'est important de pouvoir voir comment est-ce que ton adversaire ou comment est-ce que ton futur partenaire commercial se comporte dans un jeu. En plus de ça, le golf, ça ne demande pas beaucoup de cardio, donc tu peux parler, tu peux discuter business pendant que tu joues, et en même temps, tu peux voir en fait comment est-ce qu'il réagit face à une petite défaite, face à une petite frustration. Est-ce que c'est un mec qui perd ses moyens ? Est-ce que c'est un mec qui est capable de prendre les choses avec humour ? Est-ce que quand vous avancez ensemble, vous passez un certain temps à communiquer ensemble, est-ce que c'est agréable d'être avec lui parce que tu as envie de t'associer à des personnes avec lesquelles tu prends plaisir à travailler ? Il y a une histoire de Grant Cardone, qui est un mec qui fait des... Je sais pas, un gars très riche qui fait un peu motivant, qui a écrit le livre Be Obsessed or Be Average, qui a écrit un super livre sur la vente aussi qui s'appelle Sell or Be Sold. Il raconte une histoire où il dit qu'un jour il a été jouer au golf avec un mec et à la fin de la partie de golf, sa meuf, elle lui a dit ne fais jamais de business avec ce mec parce que pendant que tu avais le dos tourné, il a poussé la balle. En gros, le mec a triché et c'est l'intérêt du jeu, tu vois, parce que tu peux voir que le mec a triché. Si t'es un gars qui triche, tu gagnes peut-être maintenant, mais ensuite les gens
que tu as réussi à arnaquer, bah dans le futur, ils vont maltraiter la version de toi du futur. Et donc tu te retrouves dans le futur, tu te fais maltraiter et tu dis putain, je me fais maltraiter. Pourquoi ? Bah parce que la version de moi du passé m'a trahi. En fait, tu es cette communauté de toi, encore une fois. Si tu as des problèmes aujourd'hui, c'est parce que ton toi du passé a fait des actions de merde qui t'ont amené dans la position dans laquelle tu es aujourd'hui. Et une manière quelque part d'harmoniser tout ça, de rentrer en paix avec tes différentes versions de toi, c'est de te traiter bien toi maintenant. Encore une fois, je me répète beaucoup. Traiter bien toi aujourd'hui, traiter bien toi la version de toi de demain, mais également les gens autour de toi. Parce que même si tu es le mec le plus égoïste du monde, à partir du moment où tu es capable de prendre du recul et de viser long terme, tu comprends que ta meilleure stratégie, bah, c'est de traiter les autres correctement. C'est comme ça que ça fonctionne la vie. Et comprendre ça, ça t'aide à comprendre le tout premier exemple que Peterson donne au début de la règle. Je ne suis pas amusé à le relire, mais en réalité, il t'explique que sur ton lieu de travail, il y a plein de choses qui demandent à être faites. Genre, t'es au taf, tu remarques qu'il y a plein de problèmes qui ne sont pas résolus, quelque part. Des responsabilités qui ont été abandonnées. Il y a peut-être toujours du bordel autour de l'imprimante, il y a peut-être du bordel autour de la machine à café, il y a peut-être un problème au niveau de la compta parce qu'il y a certaines opérations comptables qui sont pas prises en compte et du coup ça s'accumule. Il y a peut-être une boîte mail où il y a, je sais rien, je sors vraiment des exemples de mon cul. Tous ces petits problèmes que tu vois, ce que Peterson explique, c'est que peut-être tu les vois parce que c'est justement tes problèmes. Et donc là on peut faire un petit lien avec la règle Imagine who you could be and aim single-mindedly at that. C'était en français, imagine qui tu pourrais être et fais tout pour le devenir, avec l'histoire du vif d'or. Tu sais, quand je disais que Hermès, qui est le messager des dieux, va venir attirer ton attention sur quelque chose, et donc c'est pas toi qui décides que tu es intéressé par quelque chose. Si tu es intéressé par quelque chose, c'est parce que les dieux ont décidé pour toi. Et ben les dieux ont décidé pour toi que ce problème allait te déranger, parce qu'en réalité des problèmes, il y en a partout autour de toi. Il y a 1 million de choses que tu pourrais améliorer. Moi je pourrais décider de repeindre le mur qui est ici, je pourrais essayer de réparer le petit trou qu'il y a dans mon parquet, je pourrais essayer de nettoyer cette table, mais je le fais pas. Tu vois, le problème que j'essaie de régler ici, c'est le problème d'essayer de t'aider, tu vois, de te partager ce podcast là. Et donc, il y a tellement de choses qui pourraient être améliorées. Il y a, pour une raison que tu ignores, alors à nouveau, dans ce message avec Mercure, les alchimistes, tout ça, on voyait que c'était les dieux qui décident que ça va être ton problème. Et ben, si c'est ton problème, résous-le. Et en gros, tu commences à résoudre plein de problèmes sur ton lieu de travail. Et un jour, tu peux aller voir ton patron et lui dire « Hey, salut boss, regarde, il y a 10 choses qui demandaient et qui demandent à être faites régulièrement. Aujourd'hui, c'est moi qui m'en occupe. Ça fait 3 mois que je m'en occupe. Si tu peux m'aider un petit peu, peut-être que je peux continuer à le faire et même m'améliorer un petit peu. » Si ton boss, c'est quelqu'un de sensé, il va comprendre que c'est dans son intérêt de faire en sorte que ses problèmes soient toujours résolus, pour autant que ce soit des problèmes qui sont importants pour lui. Et du coup, si vous avez la possibilité de faire une situation win-win, où les problèmes sont résolus, lui il te paye un peu plus, il t'augmente, et toi du coup tu continues à résoudre ses problèmes, les deux vous montez, et ça c'est cool, tu vois, c'est cool pour tout le monde. Le truc qu'il faut te dire, c'est de 1, de pas trop sacrifier pour essayer de résoudre ces problèmes. Genre, fais pas 15 000 heures d'heures sup où tu sacrifies tous les autres domaines de ta vie parce que t'es quand même dans l'incertitude de savoir si tu vas pouvoir en tirer quelque chose. Mais, quoi qu'il arrive, tu vas grandir en résolvant ces problèmes. Tu vas gagner des nouvelles compétences, tu vas apprendre à être un petit peu plus discipliné et ainsi de suite. Donc, ça vaut toujours la peine quelque part de le faire. Ce que j'allais dire, et là où je me suis auto-interrompu, c'était que, comme on va le voir dans une ou deux règles, je sais plus du coup si c'est la règle suivante ou pas. Ouais, c'est la règle suivante. C'est la règle suivante qui s'appelle « Ne fais pas ce que tu détestes ». Avant de rentrer dans une négociation, c'est important d'avoir une option de sortie. C'est-à-dire que commence à prendre de la place sur ton lieu de travail, genre à commencer à faire des trucs, à faire plus de trucs, à te rendre indispensable. Et à partir de là, t'améliores ton CV, t'améliores des compétences, tu commences limite, tu vois, à chercher genre d'autres options. Et si ton boss te dit non, tu dis « Ok, bon bah, si tu m'augmentes pas, je me barre. » Et du coup, tu auras toutes ces choses-là, tu vas devoir trouver quelqu'un pour les faire. Un petit cas pratique concret, Valentin, qui est un mec ex-ingénieur dans l'armée française, qui a rejoint la version alpha du Reboot Camp, j'ai senti pendant toute la durée du programme, alors la version alpha c'était des lives tous les jours, c'était 1h30 de live pendant 2 semaines, et j'ai senti qu'il saisissait très rapidement, tu vois, les différents concepts, et qu'il avait une capacité à lire l'énergie du groupe et à savoir à quel moment il pouvait intervenir en amenant des choses nouvelles, à quel moment il allait pouvoir peut-être reformuler certains de mes propos s'il sentait qu'il y avait certaines personnes qui n'avaient pas compris certaines choses. En fait, il avait une très très bonne vision d'ensemble. Et on est resté en contact avec lui comme avec d'autres suite au programme. Et sur la version bêta, il a commencé à m'aider, tu vois, il m'a proposé de l'aide, il m'a dit « Ouais, si tu veux, je peux t'aider sur 2-3 trucs. » Et il a commencé à m'aider sur différents trucs, on arrive à la fin de la bêta, et je lui dis « Bah écoute, dis-moi combien tu veux, tu vois, parce que sur la bêta, on savait pas exactement quelle quantité de travail il y aura à faire. » Donc on arrive à la fin de la bêta, je lui dis « Bah écoute, dis-moi combien tu veux être payé. » Et lui, ce qu'il me dit, c'est « Bah écoute, moi je préfère que tu me payes pas, mais que je t'aide encore sur la version suivante, comme ça là, vraiment, je pourrais te faire gagner du temps.
Et là-dessus, on regardera. Et ensuite, il est venu sur la version suivante. Il a chopé encore un petit peu plus de responsabilités parce qu'il y avait forcément des tâches que j'étais prêt à déléguer, pour lesquelles j'avais envie d'abandonner de la responsabilité. Lui, il a vu l'opportunité là où la responsabilité a été abandonnée. Il a saisi ses tâches. Et avec le temps, en fait, il est devenu complètement indispensable. Si bien que, sur les dernières éditions, en fait, au moment où il doit être payé, je lui dis Valentin, tu veux combien? Et ça, il le sait, on en a parlé plusieurs fois. Je lui dis Valentin, tu veux combien? Il me sort un chiffre, c'est OK. Et la raison pour laquelle je dis tout le temps OK, et je lui ai dit, donc il a l'information du diable quelque part, je lui dis tu pourrais me donner n'importe quel chiffre, je te paierai parce que tu es indispensable et parce que je kiffe travailler avec toi. Allez, avant de conclure, je vais te lire 2 petites citations, on va faire des petites connexions intéressantes. Et d'ailleurs, tu as peut-être remarqué que cette règle-là ressemble énormément à la règle, sauf erreur numéro 7 du livre précédent, Pursue what is meaningful, not what is expedient. Donc je crois que la vidéo, je l'avais nommée Fais ce qui a du sens. Et à la différence peut-être que celle-ci est un peu plus orientée responsabilité. Je pense que j'ai réussi à marquer un peu le truc, tu vois, avec tout le côté se responsabiliser pour ses actions. C'est vrai que j'en ai beaucoup parlé et je pense que c'était important. Allez, c'est parti. Première citation. On peut parfois avoir du mal à savoir quelle est la bonne manière d'agir. Cette manière d'agir qui nous permet d'harmoniser le bien de nous aujourd'hui, mais également de nous demain, le bien des autres aujourd'hui et le bien des autres demain. Et un truc qui est certain, c'est que même si on n'est pas toujours capable de voir quelle est la bonne chose à faire, on sait en tout cas quelle est la mauvaise chose à faire. En tout cas, on sait qu'il y a des trucs qu'on devrait absolument pas faire. Et on peut se servir en fait de notre conscience qui va nous dire non mais là tu devrais pas faire ce truc, c'est clairement mal ce que tu fais, pour comme un guide en fait. Et donc c'est ce qu'il encourage. Il dit si t'es pas certain de savoir quoi faire, t'es en tout cas certain qu'est-ce qu'il faudrait pas faire et donc tu peux viser à l'opposé de ça. J'espère que j'étais clair. You put all that you have discovered to be right into action and begin your ascent. Tu mets tout ce que tu as découvert comme étant juste en action et commence ton ascension. You start to monitor yourself ever more careful to ensure you are doing the right thing. Listening to what you say, watching yourself act, trying not to deviate from the straight and narrow path. Tu commences à te surveiller en étant toujours plus prudent de t'assurer que tu es en train de faire la bonne chose. En écoutant ce que tu dis, en te regardant en train d'agir, en essayant de ne pas dévier du droit et étroit chemin. That becomes your goal. C'est ce qui devient ton objectif. An idea begins to take shape. I am going to live my life properly. I am going to aim at the good. I am going to aim at the highest good I can possibly manage. Et de là, une idée commence à prendre forme. Je vais vivre ma vie correctement. Je vais viser le bien. Je vais viser le plus grand bien que je puisse potentiellement imaginer ou concevoir, ou faire le plus grand bien potentiellement concevable. Et il y a une notion, il y a un lien qui peut être intéressant et je me permets de le faire parce que Peterson, c'est quand même le mec qui m'a permis de voir Dieu comme étant un concept, Dieu comme étant le mot qui représente le plus grand bien potentiellement concevable. Et du coup, Dieu varie selon les gens. On n'a pas tous exactement la même notion de Dieu parce qu'on n'a pas tous la même notion du plus grand bien potentiellement concevable. Mais dans l'idée, à partir du moment où tu vises l'amélioration des choses, où tu vises le bien, où tu vises le plus grand bien potentiellement concevable, tu es en train de chercher à viser Dieu. En fait, tu essayes de te rapprocher de Dieu. Il y a cette idée que tu essayes de marcher aux côtés de Dieu. C'est peut-être pas une idée très répandue, mais en tout cas, dans ma constitution, je me souviens que constitution, c'était un papier, bref, j'en parle un peu plus dans mon reboot camp. C'est l'idée d'avoir une constitution de ta vie. Ça peut paraître trippé, mais voilà, c'est un truc que j'avais fait une vidéo qui s'appelait La Routine sur ma chaîne YouTube principale dans laquelle je parlais de ça, si jamais ça t'intéresse. Mais j'avais une citation, une phase dans ma constitution qui disait que je m'efforçais de marcher aux côtés de Dieu. Et par là, ce que j'entends, c'est à chaque fois d'aligner mes actions avec le plus grand bien potentiellement concevable. Et ce plus grand bien, c'est le fait de maximiser, de prendre soin de moi du futur et des autres. Dernière petite citation. You are possessed of an instinct, a spirit that orients you towards the highest good. Tu es possédé par un instinct, par un esprit qui t'oriente vers le plus grand bien. It calls your soul away from hell and toward heaven. Ça appelle ton âme loin de l'enfer et en direction du paradis. And because it's there, you find yourself frequently disillusioned. Et parce que cet esprit existe, tu te sens souvent déçu. Les gens te déçoivent. People disappoint you. You betray yourself. You lose a meaningful connection to your workplace, boss or partner. Tu te trahis toi-même.
tu perds une connexion qui a du sens, une vraie connexion à ton lieu de travail, à ton boss ou à ton partenaire. You think the world is not set right. The world, pardon, is not set right. Tu penses, le monde n'est pas mis en place correctement, le monde ne tourne pas rond. It is deeply troubling me. Ça me trouble profondément. That very disenchantment, however, can serve as the indicator of destiny. Cette déception, ce sentiment de mal-être, du coup, le fait de dire que les choses ne tournent pas rond, peut servir comme l'indicateur de ton destin. It speaks of abdicated responsibility, of things left undone, of things that still need to be done. Il est en train de te dire qu'il y a de la responsabilité qui a été abandonnée, des choses qui n'ont pas été faites, des choses qui ont besoin d'être faites. That observation of abdicated responsibility is the indication of destiny and meaning. L'observation de cette responsabilité qui a été abdiquée, qui a été abandonnée, est l'indication de destin et de sens. Bref, quand il y a des choses que tu sens qui devraient être faites, qui devraient être améliorées, porte tes couilles et va le faire. Est-ce que j'ai d'autres choses à dire? Ouais, tu vas terminer ta vie un jour, tu vas mourir. Et bah, quand tu vas mourir, tu vas pas te rappeler des choses qui étaient faciles. Donc c'est vrai que tu peux te dire aujourd'hui, oui, mais c'est difficile, j'ai pas envie de me responsabiliser pour ces choses-là. En fait, les choses les plus belles que tu vas accomplir au cours de ta vie sont des choses difficiles. Tu vas être là en train de mourir comme ça et tu vas dire, ouais, j'ai fait ça, c'était super dur, mais ça en valait la peine. Classique, c'est normal, c'est les choses qui vont te rendre fier de toi. Il y a aucune chose simple qui aujourd'hui te rend fier de toi. Prends des défis aussi gros que possible. Évidemment, tu peux pas t'attaquer aux plus gros dragons, mais tu peux t'attaquer à des petits serpents, tu vois, à des petits lézards. Et tu n'auras pas un énorme trésor, mais tu auras des petits trésors, des petites princesses qui vont te permettre, c'est des petites récompenses, tu vas pouvoir grandir un petit peu plus et t'attaquer à des dragons de plus en plus gros. Responsabilise-toi pour ta santé, pour ta relation avec tes collègues, ta relation avec ta meuf, avec tes parents, tes performances sur ton lieu de travail, etc., etc. Pour ton chien, si tu as un chien, prends soin de toi parce que c'est par là que ça commence. Et dépêche-toi de le faire, tu vois, parce que, comme je l'ai dit, le sens que tu vas pouvoir donner à ta vie, à tes différentes activités, quand ta mission est suffisamment importante, et quand je te disais d'avoir un objectif qui soit suffisamment important, je ne parle pas d'un objectif en mode « je veux devenir millionnaire ». Tu peux avoir des objectifs, je pense, un petit peu plus sophistiqués que « j'ai envie d'être millionnaire, de rouler dans une Lamborghini ». Tu n'as plus 14 ans. Tu peux avoir un objectif qui est plus profond que ça, et quand ton objectif est suffisamment profond, cet objectif, il peut te permettre d'aller au-delà de la plus grande des peurs, qui est la peur de mourir. Et je te donne plein d'exemples dans le cinéma, dans l'autre règle que j'avais revue, donc la règle numéro 7 du livre précédent, qui est par exemple, tu vois, Aragorn ou Boromir, quand il se sacrifie pour Frodon. Il sait qu'il va mourir, mais il est prêt à faire le sacrifice de sa propre vie pour quelque chose qui est encore plus grand. Aragorn, pareil, quand ils sont devant la porte noire pour que Frodon, tu vois, il puisse aller détruire l'anneau, ils vont charger l'ennemi, ils savent qu'ils vont tous mourir, mais ils le font quand même. Et il y a plein d'exemples dans le cinéma où les héros, ils vont sacrifier leur vie, donc sacrifier ce qu'ils ont de plus précieux pour le plus grand bien potentiellement concevable, pour Dieu. Et bien à partir du moment où tu trouves ce plus grand bien potentiellement concevable, donc ce qui est bien pour toi et pour les autres pour toujours, et ben t'as même plus peur de mourir. Et c'est le goal, c'est ce que je vais essayer de trouver, et tu peux le faire à travers des petits combats au quotidien. C'est là que tu commences, tu vois, par les petites actions au quotidien. Fais des pompes, et on se retrouve la semaine prochaine. N'oublie pas de me laisser un petit like, un petit commentaire. Allez, ciao, bisous.